Thanksgiving. Mon grand-père milliardaire est content que je profite de mon fonds d'études. Problème, je n'en savais rien. Mon père s'étouffe, ma mère devient blême. Puis mon cousin chuchote, comment ça, tu ne savais pas? La table du réveillon de Noël était longue d'1 kilomètre. Les verres en cristal scintillaient sous un lourd lustre, et l'air sentait la cannelle et l'argent. J'étais assise en silence, me sentant minuscule dans ma robe de friperie, essayant simplement de survivre au repas. Mon grand-père, Charles Dubois, s'est levé. C'est un milliardaire, et quand il parle, tout le monde écoute. Il a levé son verre. Un toast, a-t-il dit, sa voix emplissant la pièce. Ses yeux m'ont trouvé. À ma petite fille Amélie. Je suis si heureux que tu profites du fonds d'études universitaires que nous avons créé pour toi. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai juste regardé fixement. Quel fonds d'études? De l'autre côté de la table, mon père, Marc, s'est étouffé et a renversé du vin rouge sur la nappe blanche. Ma mère, Karine, est devenue blanche comme un linge. La pièce était si silencieuse que j'entendais les battements de mon propre cœur. Puis mon petit cousin s'est penché et a murmuré, « Attends, tu ne savais pas ?» J'ai senti le sang quitter mon visage. En cette seule seconde, la pièce festive et chaleureuse est devenue glaciale. J'ai su à ce moment précis que toute ma vie était un mensonge. Le murmure de mon cousin, « Attends, tu ne savais pas ?» flottait dans l'air, mais je ne pouvais pas lui répondre. Je ne pouvais pas bouger. Je regardais simplement les 3 visages qui constituaient tout mon univers. Mon père essuyant le vin de sa chemise. Ma mère avec l'air d'avoir vu un fantôme et mon grand-père me regardant avec une confusion totale. J'aurais dû savoir. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. J'avais toujours été l'étrangère à cette table dorée. Je l'ai senti dès l'instant où j'ai franchi la porte. Le trajet en voiture était toujours tendu. Mon père crispait le volant de sa berline neuve et rutilante. La berline que je n'avais pas le droit de conduire. Ma mère était assise sur le siège passager, réappliquant son rouge à lèvres dans le miroir du pare-soleil. « Amélie, s'il te plaît, essaie d'avoir l'air heureuse, dit-elle sans me regarder. Ton grand-père déteste les gens qui font la tête. Je ne fais pas la tête, dis-je doucement. Et ne mentionne pas ton travail, ajouta mon père. C'est embarrassant. Mon travail était à la bibliothèque du campus. C'était calme. Ça payait mes courses. Avant ça, je travaillais de nuit dans un restaurant ouvert 24h24. L'odeur de graisse et de vieux café ne partait jamais de mes cheveux. Mes parents détestaient encore plus ce travail. Ils disaient que c'était indigne de nous, mais ils n'ont jamais offert leur aide. Nous sommes arrivés devant la maison. Ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Il y avait un portail. Une longue allée serpentait le long de fontaines qui étaient probablement éteintes pour l'hiver. On aurait dit un musée. Froid, beau et vide. Je suis sorti de la voiture, ajustant ma robe. C'était une jolie robe, en velours bleu nuit. Je l'avais trouvée dans une friperie du centre-ville. Elle m'avait coûté 8 €. Je me sentais fier d'elle ce matin. Maintenant, debout sur les marches de marbre, je me sentais bon marcher. Ma mère portait un nouveau manteau en cachemire. Ma cousine, qui est sortie en courant pour nous accueillir, avait un sac à main qui coûtait probablement plus cher que le loyer de mon semestre entier. « Amélie, tu es venue » gazouilla ma tante, m'embrassant dans le vide à côté de ma joue. Mes parents étaient des personnes différentes ici. Ils jouaient un rôle. Mon père riait plus fort. Ma mère souriait comme si son visage était en verre. Ils étaient en représentation. C'étaient des acteurs essayant de s'intégrer. Mon frère Étienne était déjà à l'intérieur. Il était avachi sur un canapé en velours, fixant son téléphone. Il avait 20 ans. Il était aussi à l'université, dans une école privée. Il ne semblait jamais s'inquiéter de l'argent. Il avait toujours le dernier téléphone, le dernier ordinateur portable, le dernier jeu. « Salut, Amélie » marmonna-t-il sans lever les yeux. « Salut, Étienne. » Lui et moi n'étions pas proches. Nous l'étions quand nous étions petits, mais quand la question de l'argent a commencé, un mur s'est dressé. C'est lui qui recevait les choses. Moi, j'étais celle qui devait comprendre. Il faut payer l'appareil dentaire d'Étienne, Amélie. Tu comprends? Étienne a besoin d'une voiture fiable pour son stage. Tu comprends? Je comprenais.
Je comprenais toujours. Comprendre était mon travail. La seule personne qui était réelle était grand-mère Roseline. Elle m'a trouvé près de la cheminée. Elle était petite et chaleureuse, et ses mains étaient douces. « Amélie, ma chérie, dit-elle. » Elle ne m'a pas fait un baiser dans le vide. Elle m'a donné un vrai câlin. Elle m'a tenu les bras et m'a regardé. « Tu es ravissante. Cette couleur te va à merveille. » « Merci, grand-mère. » J'ai senti mes épaules se détendre juste une seconde. « Comment vont les études? Tu manges assez? Tu me sembles mince. » « Je vais bien, grand-mère. Juste occupé. »« À table. » La voix de mon grand-père a retenti. Nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger. C'était la pièce que je détestais le plus. La table était longue et sombre, polie si brillamment qu'on y voyait le reflet du lustre. Il y avait trop de fourchettes. Les assiettes avaient des bords dorés. Le bavardage était feutré, mais il me semblait assourdissant. Il parlait de choses dont je ne savais rien. Des voyages de ski à Chamonix, des nouvelles, des problèmes avec les domestiques. Je me suis assise à ma place attitrée. J'étais toujours au bout, près de la cuisine. Je me sentais comme une ombre. J'étais là, mais je n'étais pas là. J'étais la fille de Marc et Karine, la silencieuse, celle qui ne cadrait pas. Mes parents observaient mon grand-père. Tout le monde le faisait. Il jaugeait son humeur. Il riait quand il riait. Il hochait la tête quand il parlait. L'amour dans cette famille ressemblait à une transaction. Il se mesurait en cadeaux et en approbation. Je n'avais jamais eu beaucoup de l'un ou de l'autre. Je voulais juste que le repas se termine. Je voulais rentrer chez moi, dans mon minuscule appartement froid. Mon appartement où je pouvais être moi-même, où je pouvais manger des nouilles instantanées et réviser pour mes examens en paix. J'ai mis ma serviette sur mes genoux. J'ai pris la mauvaise fourchette. J'ai vu ma mère le remarquer et froncer les sourcils. Je l'ai reposé, le visage brûlant de honte. J'étais tellement concentré à être invisible que je n'ai pas vu le toast arriver. Je n'ai pas vu mon grand-père se lever. Je ne l'ai pas vu sourire. Pas avant que sa voix ne traverse la pièce et ne me désigne directement. À ma petite fille, Amélie, je suis si heureux que tu profites du fonds d'études universitaires que nous avons créé pour toi. Et à ce moment-là, assise au bout de la table dans ma robe à 8 €, j'ai enfin compris. Je n'étais pas seulement l'étrangère. J'étais la dupe. La pièce était silencieuse. Le vin renversé par mon père ressemblait à du sang sur la nappe blanche. Mon grand-père était toujours debout, son verre en l'air. Il souriait, mais son sourire s'est estompé en me regardant. Mon visage était livide. Je ne pouvais pas parler. « Amélie » demanda-t-il. Sa voix était plus douce maintenant. « Tu m'as entendu ?» Mon père, Marc, a essayé de rire. C'était un son terrible et strident. « Papa, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Nous sommes en train de manger. »« Que se passe-t-il » demanda grand-père Charles. Il ne regardait pas mon père. Il me regardait. « Karine, Marc, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai retrouvé ma voix. Ce n'était qu'un murmure. Quel fond? Grand-père Charles a posé son verre. Le petit clic a résonné comme un coup de feu. Le fond en fiducie, dit-il comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Nous l'avons créé à ta naissance. Ta grand-mère et moi. Un compte de courtage pour ton éducation. Tes parents étaient les fiduciaires. Ils étaient censés le gérer jusqu'à tes 21 ans. Il se tourna vers mon père. Marc, tu m'as dit qu'elle l'utilisait. Tu as dit que ça payait ses frais de scolarité. J'avais la tête qui tournait. Un fonds en fiducie pour moi. Pour mon éducation. La pièce a commencé à devenir floue. Tout ce que je voyais, c'était des flashs des 6 dernières années. Je me suis vu au restaurant. Il était 2 heures du matin. Mes pieds me faisaient mal. Un homme m'a crié dessus parce que son café était froid. Je suis allé à l'arrière et j'ai pleuré pendant 1 minute, puis j'ai essuyé mon visage et je suis retourné travailler. Je me suis vu dans ma chambre d'étudiante, fixant mon ordinateur portable. Le manuel pour mon cours d'économie coûtait 300 €. Je n'avais pas 300 €. J'ai utilisé une vieille édition de la bibliothèque et ma note en a souffert. Je me suis vu à l'épicerie en train de reposer les pommes.
J'ai acheté le pack de 24 nouilles instantanées à la place. C'était moins cher. J'ai vécu de nouilles instantanées et de beurre de cacahuète pendant tout un hiver. Je me suis vu appeler à la maison. Je pleurais. J'avais raté un examen. J'étais si fatigué que je ne pouvais plus penser. Maman, je ne sais pas si je peux y arriver. Je travaille tellement. Je suis en train d'échouer. Amélie, tu dois faire plus d'efforts, la voix de ma mère est parvenue au téléphone, l'air agacé. Nous devons tous faire des sacrifices. Ton père est sous beaucoup de stress. Je me suis souvenu des sacrifices. Leur nouvelle voiture, les sièges en cuir. On avait besoin de quelque chose de fiable, ma chérie. Le nouveau bracelet de tennis de ma mère. Ton père a juste voulu être gentil. Le voyage de vacances de printemps d'Étienne en Martinique. Il le méritait. Ses notes étaient si bonnes. Ils avaient de l'argent. Ils avaient de l'argent pour tout ça. Mais pas pour moi. Pas pour leur fille qui mourait de faim. Urgence familiale, dit mon père, la voix tremblante. Je l'ai regardé. Que as-tu dit? Le fond. Nous avons dû y puiser, dit ma mère, sa voix aiguë et mince. Nous avons eu des urgences familiales. Quelles urgences, ai-je demandé. La table était figée. Mes tantes, mes oncles, mes cousins, ils regardaient tous une pièce de théâtre. L'hypothèque, Amélie, dit ma mère. Elle essayait d'avoir l'air raisonnable. La maison. Le toit avait besoin de réparation. Tu n'aurais pas voulu qu'on perde la maison, n'est-ce pas? Vous vivez dans une maison de 4 chambres, dis-je. Ma voix était plate. Vous auriez pu la vendre. Vous auriez pu prendre plus petit. C'est notre maison, a claqué mon père. Mon éducation, c'était mon avenir. Ai-je répliqué. L'engourdissement se dissipait. Quelque chose de chaud et de nauséeux le remplaçait. Vous. Vous l'avez pris, ai-je demandé. Je ne leur parlais pas. Je réalisais juste. Vous avez pris l'argent que mes grands-parents m'ont donné. Nous ne l'avons pas pris, Amélie, dit mon père. Il essayait d'être en colère, mais il avait juste l'air effrayé. C'était de l'argent de famille. C'était pour la famille. C'était pour moi, dis-je. Grand-père vient de dire que c'était pour mon éducation. J'ai regardé mon assiette. La dinde magnifique, la purée de pommes de terre parfaite. J'ai eu l'impression que j'allais être malade. Je me suis retourné vers mes parents. Ma mère commençait à pleurer. C'était de fausses larmes. Je connaissais ses vraies larmes. Celle-ci était pour le spectacle. Combien, ai-je demandé. Amélie, ne fais pas ça, murmura-t-elle. Combien avez-vous pris? Mon père ne voulait pas me regarder. Il fixait mon grand-père. Marc, dit grand-père Charles. Sa voix était dangereusement calme. Mon père a baissé les yeux. La totalité. La totalité. Chaque nuit blanche, chaque repas sauté, chaque crise de panique à propos du loyer, chaque fois que je me sentais sans valeur, chaque fois que je pensais être un échec parce que je n'arrivais pas à suivre. Ce n'était pas moi. C'était eux. Ils ne m'avaient pas seulement laissé me débattre, ils m'avaient forcé à me débattre. Ils avaient bâti leur vie confortable sur mon dos brisé. Mes rêves n'étaient pas seulement des rêves. Ils étaient une garantie. Et mes parents l'avaient encaissé. Le silence dans la pièce était plus lourd que la nourriture dans nos assiettes. Personne ne mangeait. Personne ne bougeait. Ma mère, Karine, l'a finalement rompu. Elle a essayé de chuchoter comme si c'était un secret privé, pas une exécution publique. Amélie, ma chérie, tu ne comprends pas la pression, dit-elle en se penchant vers moi. Ses yeux allaient de mon grand-père à moi. Ce n'était pas juste une chose. C'était tout. Quel tout, ai-je demandé. Ma voix était froide. Je me sentais étrangement calme. Le choc se transformait en un diamant de colère, dur et clair. L'hypothèque, comme je l'ai dit, chuchota-t-elle en tordant sa serviette. Et la voiture? Mon ancienne était un cercueil roulant. Tu le sais bien. Je me souvenais de son cercueil roulant. C'était un SUV de 5 ans. Je conduisais une Honda de 19 ans avec un pot d'échappement tenu par un cintre. Et l'appareil dentaire d'Étienne, ajouta-t-elle, comme si c'était l'excuse finale parfaite. Ça a coûté des milliers d'euros.
J'ai regardé mon frère, Étienne. Il fixait son assiette. Il ne me regardait pas, bien sûr. Il avait des dents parfaites et droites. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Le calme s'est brisé. L'appareil dentaire d'Étienne, ai-je répété. Ma voix n'était pas un murmure. Elle était forte. Elle a rempli la pièce. Ma mère a tressailli. Je mangeais des céréales pour le dîner, dis-je, la regardant droit dans les yeux. Pas en guise de collation. Pour le dîner. Parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. Elle a commencé à secouer la tête. Amélie, ce n'est pas je travaillais de nuit dans un restaurant jusqu'à 3 heures du matin, ai-je continué. Je rentrais à pied parce que je ne pouvais pas me payer un taxi et que les bus ne circulaient plus. J'étais si fatigué dans mes cours du matin que je m'endormais debout. Je mangeais des céréales sèches pour le dîner pendant que vous achetiez des sièges en cuir. La tablée était horrifiée. Ce n'était pas le drame familial poli auquel ils étaient habitués. C'était laid. C'était réel. Vous m'avez laissé croire que j'étais en échec, dis-je, ma voix tremblante maintenant. Vous m'avez laissé croire que je n'étais pas assez intelligente ou assez forte. Vous m'avez dit de faire plus d'efforts. Vous m'avez dit que je devais faire des sacrifices. Je me suis tourné vers mon père. Il avait l'air furieux. Mais c'était la fureur d'un homme qui s'est fait prendre. Tu es une ingrate, siffla-t-il. Nous t'avons tout donné. Vous ne m'avez rien donné, ai-je rétorqué. Vous m'avez volé. Vous avez volé mon éducation. Vous avez volé ma tranquillité d'esprit. Vous avez volé les 6 dernières années de ma vie. Marc. La voix de mon grand-père a tout coupé. Elle était calme. Elle était froide. Je ne l'avais jamais entendu parler comme ça. Mon père s'est arrêté. Il ressemblait à un enfant pris sur le fait. La mâchoire de grand-père Charles était crispée. Son visage était pâle de rage. Il a regardé mes parents. Est-ce vrai, demanda-t-il. Avez-vous pris son argent et l'avez-vous laissé vivre comme ça? Ma mère s'est mise à sangloter cette fois. Les larmes étaient réelles. C'étaient des larmes de peur. Charles, s'il te plaît. Nous étions désespérés. L'économie. Ton fils. Son travail. Tais-toi, Karine, dit grand-père. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il a regardé mon père. Marc. Mon père s'est contenté de fixer son assiette. C'était toute la réponse dont on avait besoin. J'ai ressenti un étrange pouvoir froid. J'avais été leur victime pendant des années. J'avais été leur secret. Maintenant, le secret était révélé et la lumière les brûlait. Je me suis levé. Ma chaise a raclé bruyamment contre le parquet poli. Le son était violent. Amélie, assieds-toi, a ordonné mon père. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Pas comme mon père. Comme un homme faible, un voleur. Je m'en vais, dis-je. N'ose pas faire de scène, a pleuré ma mère. C'est le réveillon de Noël. J'ai presque ri. C'était un son amer et laid. Une scène. Vous avez détruit ma vie. Vous avez volé mon avenir. Et vous vous inquiétez d'une scène? J'ai pris mon sac à main. Le bon marché avec la lanière qui commençait à s'effilocher. J'ai fini, dis-je. Je ne leur parlais pas. Je me parlais à moi-même. Je me suis retourné et j'ai quitté la table. Je suis passé devant mes tantes et oncles silencieux. Je suis passé devant grand-mère Roseline, qui avait les larmes aux yeux. J'ai traversé l'immense hall d'entrée. Je n'ai pas couru. J'ai marché. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je me sentais juste vide. Vidé de l'intérieur. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée, je suis sorti dans la nuit glaciale de novembre, et je ne me suis pas retourné. Le trajet du retour a été un flou. Mes mains tremblaient sur le volant. Ma voiture bon marché vibrait et vrombissait, les sons trop forts dans le silence. Les lumières de Noël sur les maisons des autres semblaient floues. Je ne savais pas si c'était le vent ou mes yeux. Je me suis garé à ma place habituelle, à 3 pâtés de maison de mon immeuble. La marche était froide. Le vent transperçait mon mince manteau. Je vivais dans un petit appartement d'une chambre. Le radiateur cognait. Les fenêtres laissaient passer les courants d'air, mais c'était le mien.
Je le payais, ou du moins c'est ce que je pensais. J'ai déverrouillé les 3 serrures de ma porte. Je suis entré et je n'ai pas allumé la lumière. Je suis juste resté dans le noir. J'ai laissé tomber mes clés sur la petite table. J'ai enlevé mes chaussures. Je portais toujours la robe en velours à 8 €. On aurait dit un costume. Je suis allé dans ma cuisine et je me suis appuyé contre le comptoir, et c'est là que j'ai craqué. Ce n'était pas bruyant. Je n'ai pas crié. Je me suis juste laissé glisser le long des placards de la cuisine jusqu'à ce que je sois assise sur le lino froid et craquelé. J'ai enlacé mes genoux avec mes bras et j'ai pleuré. Les larmes étaient chaudes. Elles brûlaient. Elles étaient pour tout. Elles étaient pour la fille qui mangeait des nouilles instantanées. Elles étaient pour la fille qui rentrait seule à pied dans le noir, effrayée, mais plus effrayée de manquer un service. Elles étaient pour la fille qui a eu un C dans un cours parce qu'elle ne pouvait pas se permettre le bon livre. Elles étaient pour le mensonge. Toute ma vie, toute ma relation avec eux, tout était un mensonge. Ils ne m'aimaient pas. Ils ne le pouvaient pas. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour ne regarde pas quelqu'un que vous êtes censé chérir se noyer alors que vous tenez un gilet de sauvetage. Ils n'avaient pas seulement volé de l'argent. Ils avaient volé ma confiance. Ils avaient volé mon passé. Chaque souvenir que j'avais d'eux était maintenant souillé. Les matins de Noël. Se sentaient-ils coupables alors? La remise de mon diplôme de fin de lycée, quand ils m'ont serré dans leurs bras en disant qu'ils étaient si fiers. Dépensaient-ils déjà mon argent? La colère est revenue, perçant à travers la tristesse. C'était une rage froide et dure. Je n'étais pas seulement triste. J'avais été volé. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de le voir. Je ne pouvais pas me contenter des paroles de mon grand-père. J'avais besoin de preuves. Je me suis relevé en hâte et j'ai allumé ma lampe de bureau. J'ai fouillé dans mon classeur, une boîte en carton bon marché sous mon bureau. Je cherchais n'importe quoi. Un vieux courrier. Je l'ai trouvé. Une vieille lettre de la banque. Elle était arrivée quand j'ai eu 18 ans. Je me souviens que ma mère l'avait prise dans le courrier. C'est juste une formalité, ma chérie, avait-elle dit. À propos d'un compte que ton grand-père a ouvert. C'est très compliqué. Je m'en occupe. Je lui avais fait confiance. J'avais 18 ans. Je me préparais pour l'université. J'ai juste signé là où elle m'a dit de signer, mais la lettre avait un numéro de compte. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à composer le numéro au dos de ma carte de débit. J'ai navigué dans le menu automatisé. Appuyez sur 1. Appuyez sur 4. Appuyez sur 0. Une vraie personne. Merci de. J'ai besoin d'aide, ai-je interrompu. Je dois vérifier un compte. Un compte en fiducie. Madame, je vais devoir vérifier votre identité, a dit la voix polie et fatiguée. Je lui ai donné mon nom, mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance. D'accord, mademoiselle Dubois, je vois votre compte courant et votre compte d'épargne. De quel compte s'agissait-il? C'était une fiducie. Une fiducie pour l'éducation créée par mon grand-père, Charles Dubois. Une longue pause, des clics de clavier. Ah, oui, dit l'homme. Je le vois. Le fonds d'éducation Amélie Dubois. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. C'était réel. Quel est le solde? Ai-je murmuré. Un instant, madame. D'autres clics. Ce compte. Je suis désolé. Ce compte a été clôturé. Clôturé? Mon sang s'est glacé. Quand? Voyons voir. Le dernier retrait a été effectué il y a 18 mois, le 1er mai. Le solde est de 0. Il y a 18 mois. C'est à ce moment-là qu'ils ont acheté la nouvelle berline. Qui? Ma gorge était sèche. Qui a fait les retraits? Les fiduciaires du compte avaient un accès complet. Madame, il semble que. Oui. Monsieur Marc Dubois et Madame Karine Dubois. La totalité, ai-je lâché? Était-ce en une seule fois? Non, madame, dit l'homme. Il semblait un peu plus doux maintenant. Il a dû entendre les larmes dans ma voix. C'était une série de retraits au cours des 6 dernières années. 6 ans. Depuis que j'ai 18 ans.
Dès l'instant où ils ont pu le prendre légalement, ils ont commencé. Systématiquement. Mois après mois, ils m'ont vidé à sec. Merci, dis-je. J'ai raccroché. Je suis resté assis sur mon sol. Les pleurs se sont arrêtés. Les tremblements se sont arrêtés. Je ne sentais rien. C'était un vide complet, terrifiant et froid. Ils m'ont dévalisé. Ils n'ont pas seulement utilisé l'argent. Ils l'ont pillé. Ils ont pris chaque centime qui était destiné à mon avenir. Ils ont volé ma dignité. Ils ont volé mes chances. Ils m'ont regardé frôler l'échec année après année, sachant qu'ils en étaient la raison. Je suis resté assise dans le noir de mon petit appartement. La fille qui pleurait avait disparu. À sa place se trouvait une femme, et elle allait obtenir justice. Je suis resté assise sur mon lino froid jusqu'au lever du soleil. Je n'ai pas dormi. Mon corps était engourdi. Mon esprit était vif. Le choc était parti. La tristesse était partie. Tout ce qui restait était un but froid et silencieux. Ils me pensaient faible. Ils avaient compté sur le fait que je serais la fille silencieuse, compréhensive et brisée. Ils avaient utilisé ma confiance et ma gentillesse comme une arme contre moi. Ils avaient tort. Le soleil était gris. C'était un vendredi matin froid. Je me suis levé. J'ai fait du café. Je l'ai bu noir. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre de la cuisine. J'avais l'air fatigué. Mais mes yeux étaient différents. Ils n'étaient plus tristes. Ils étaient durs. Je n'étais pas seulement une victime. J'étais un témoin. Et j'avais besoin de preuves. Mon premier appel a été pour mon université. J'ai dit à l'opératrice que je devais parler au service juridique pour étudiants. Ils sont disponibles pour des rendez-vous sans rendez-vous, a dit la femme. Le bureau ouvre à 9 heures. J'ai regardé l'horloge. Il était 8 heures. Je me suis habillé, pas avec mon jean déchiré habituel. J'ai mis mon unique pantalon noir correct. Celui que je portais à mon travail à la bibliothèque. J'ai mis un pull propre. Je me suis brossé les cheveux. Je me suis regardé dans le miroir. Je devais avoir l'air de quelqu'un qu'on ne pouvait pas ignorer. J'ai marché jusqu'au campus. Il faisait froid. Les étudiants se précipitaient en cours, un café à la main, des écouteurs sur les oreilles. Ils avaient tous l'air si jeunes. Ils s'inquiétaient pour leurs examens. Moi, je m'inquiétais d'envoyer mes parents en prison. Le bureau d'aide juridique était au sous-sol du centre étudiant. Ça sentait le vieux papier et les néons. Une jeune femme qui semblait avoir mon âge était à la réception. C'était une étudiante en droit. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. « Je dois parler à un avocat. » C'est à propos d'un fonds en fiducie. Elle a dû voir quelque chose sur mon visage. Elle ne m'a pas fait attendre. Elle m'a emmené dans un petit bureau encombré. L'avocate était une femme nommée Madame Evans. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient vifs. Elle m'a fait signe de m'asseoir. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Ma voix était tremblante au début. J'ai commencé par le début. Mon nom est Amélie Dubois. Hier soir, au réveillon, mon grand-père, il a porté un toast. Je lui ai tout raconté. Le toast, le fonds d'études, les visages de mes parents, les 6 années de travail de nuit, le restaurant, les nouilles instantanées, l'appel à la banque. Madame Evans ne m'a pas interrompu. Elle a juste écouté. Elle a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Ses traits de stylo étaient vifs et en colère. Quand j'ai fini, j'étais essoufflé. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Elle a posé son stylo. Elle m'a regardé pendant un long moment. « Mademoiselle Dubois. »« Amélie, dit-elle. Je vais être très direct avec vous. Ce que vous avez décrit n'est pas une urgence familiale. Ce n'est pas puisé dans un compte. » Elle s'est penchée en avant. Cela s'appelle un détournement de fonds. C'est un manquement à l'obligation fiduciaire. Vos parents étaient fiduciaires. Ils avaient l'obligation légale d'utiliser cet argent dans un seul et unique but, votre éducation et votre bien-être. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont utilisé pour eux-mêmes. C'est un crime. Le mot crime m'a frappé en pleine poitrine. Je savais que c'était mal, mais l'entendre dire par une avocate le rendait réel. « Que puis-je faire » ai-je murmuré.
Vous avez deux voies, dit-elle. Civile et pénale. Vous pouvez les poursuivre au civil pour récupérer l'argent. Ou vous pouvez les signaler à la police et à la banque pour fraude. Ou les deux. J'ai pensé à mes parents. Ma mère qui pleure. Mon père qui crie. Ils étaient faibles. C'étaient des voleurs. Mais c'étaient toujours mes parents. Je ne sais pas si je peux les envoyer en prison, dis-je. Ma voix s'est brisée. Madame Evans a hoché la tête. Elle était gentille. Vous n'avez pas à décider de cela aujourd'hui, Amélie. La première étape est la même quoi qu'il arrive. Vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin d'une trace écrite. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans une banque ou un poste de police avec une histoire. Vous avez besoin d'un dossier de preuves. Des preuves. Tout, dit-elle. Allez à la banque, obtenez un historique complet et détaillé de ce compte en fiducie, chaque retrait, chaque date. Elle a continué. Ensuite, rassemblez votre historique. Imprimez vos relevés de prêts étudiants, tous. Imprimez vos factures de frais de scolarité pour les 6 années. Imprimez vos fiches de paie du restaurant, de la bibliothèque. Obtenez vos relevés de carte de crédit. Montrez où vous avez payé pour les livres. Montrez où vous avez payé le loyer. Vous devez construire une image parfaite et claire. Vous montrez leurs dépenses et vous montrez votre souffrance. Côte à côte. Ces mots m'ont donné un plan. J'avais une mission. Pouvez-vous obtenir tout ça? Demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Oui. Bien, dit-elle. Elle a noté son email. Commencez par la banque. Appelez-moi s'il vous pose des problèmes. Et Amélie, soyez prudente. Ne dites pas à vos parents ce que vous faites. Ne leur parlez plus du tout. À partir de maintenant, ils ne sont plus votre famille. Ils sont la partie adverse. Je suis sortie de ce bureau en me sentant plus grande. Je n'étais plus une victime. J'étais une enquêtrice. Cet après-midi-là, je suis allée à la banque, à l'agence principale. Je me suis assise avec un directeur de banque. J'étais calme. J'étais poli. Je lui ai donné ma carte d'identité. Je lui ai donné le numéro de compte de la fiducie. Je suis la bénéficiaire de cette fiducie, dis-je. J'ai des raisons de croire que les fonds ont été détournés par les fiduciaires. J'ai besoin d'un historique complet du compte, chaque relevé depuis sa création. Le directeur avait l'air mal à l'aise. Madame, les fiduciaires. Les fiduciaires sont les personnes sur lesquelles j'enquête, dis-je, ma voix glaciale. Je suis la bénéficiaire. L'argent était pour moi. J'ai un droit légal à ces documents. Il a vu mon visage. Il a su que j'étais sérieuse. Il est allé à l'arrière. J'ai attendu 45 minutes. Mon cœur battait à tout rompre. Il est revenu avec une enveloppe épaisse et lourde. Voici tout, mademoiselle Dubois. Du premier dépôt au dernier retrait. Merci, dis-je. J'ai pris l'enveloppe. Elle semblait lourde comme une brique. Je ne l'ai pas ouverte là. Je suis rentré chez moi. J'ai fermé mes 3 serrures. Je me suis assise à mon bureau. Je l'ai ouverte et j'ai vu la pourriture. Page après page. Le premier dépôt de mon grand-père. 50 000 €. J'ai arrêté de respirer. Je n'avais jamais vu autant d'argent. Plus de dépôts chaque année. Pour mon anniversaire, 10 000 €, 15 000 €. Le total était. C'était plus de 250 000 €. J'ai eu la nausée. J'ai failli vomir. Ce n'était pas un fonds d'études. C'était une vie. C'était une maison. C'était un avenir. C'était tout. Puis j'ai vu les retraits. Ils ont commencé la semaine de mes 18 ans. 5 000 €. Acompte nouvelle voiture, le libellé. Mon père était si arrogant. Il l'a écrit. 500 €. Appareil dentaire Étienne. Ma mère disait la vérité. 7 000 €. Paiement hypothèque 3 000 €. Voyage en Martinique. Ça devait être les vacances de printemps d'Étienne. Ça a duré 6 ans. Ils l'ont saigné à blanc. Ils l'ont utilisé pour des dîners, des vêtements, de l'essence. Ils ont utilisé mon avenir comme leur compte courant personnel.
Le dernier retrait datait de 18 mois. 10 000 euros. Le libellé disait juste final. Tout était parti. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop en colère. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allé sur le portail de mes prêts étudiants. J'ai imprimé le relevé. Solde total 50 210 euros. Je suis allé sur le site de facturation de mon université. J'ai imprimé chaque facture de frais de scolarité. Marqué payé par prêt étudiant, payé par chèque personnel. Je suis allé dans mes emails. J'ai cherché chaque email de mes emplois à temps partiel. J'ai imprimé mes horaires de travail, mes fiches de paie. J'ai trouvé les emails à ma mère. Octobre 2022. Maman, je suis à court pour le loyer. Mes heures ont été réduites. Je ne sais pas quoi faire. Sa réponse. Ma chérie, prie simplement. Nous sommes aussi à court. Tu dois être plus responsable avec ton argent. J'ai imprimé l'email. J'ai regardé le relevé bancaire de cette même semaine. Un retrait de ma fiducie. 2000 euros au bracelet de tennis Karine. Le silence dans mon appartement était complet. C'était un vide, mais le contour disait tout. C'était un silence vibrant de détermination. J'ai pris un classeur noir à 3 anneaux. J'ai mis chaque page dans une pochette plastique. Les relevés bancaires, les relevés de prêt, les fiches de paie, les emails. J'ai créé une chronologie. D'un côté, leur retrait. De l'autre, ma vie. Date, 1er mai. 5 000 euros pour une voiture. Moi, suppliant le restaurant pour des heures supplémentaires. Date, 10 août. 10 000 euros pour une hypothèque. Moi, contractant un nouveau prêt pour ma 3e année. Quand j'ai eu fini, il était 3 heures du matin. J'ai fermé le classeur. Il était lourd. C'était une bombe. Je l'ai mis dans mon placard et j'ai attendu. Je savais que Noël approchait. Le mois entre le réveillon de fin d'année et Noël a été le plus calme de ma vie. J'allais en cours. Je révisais pour mes examens. J'allais à mon travail à la bibliothèque. Je rentrais chez moi. Le monde était plein de lumière de Noël. Les gens faisaient leurs achats. Des chants de Noël passaient dans tous les magasins. Tout cela ressemblait à un film projeté sur un écran. Je n'en faisais pas partie. Je vivais dans une bulle froide et claire qui m'était propre. Mes parents ont essayé d'appeler. La première fois, mon téléphone a vibré. Maman. Je l'ai regardée fixement. Mon cœur battait la chamade. Je voulais décrocher. Je voulais crier. Je voulais pleurer. Je voulais demander pourquoi. Je l'ai laissée aller sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message. Sa voix était faussement joyeuse. Amélie, ma chérie, c'est moi. Je sais que tu es contrariée, mais on dit tous des choses qu'on ne pense pas pendant les fêtes. C'est juste. C'est juste un grand malentendu. S'il te plaît, appelle-moi. On t'aime. Un malentendu. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que je faisais un caprice. Il pensait que je me calmerais et que je comprendrais. Mon père m'a envoyé un texto. Tu as embarrassé cette famille. Ton grand-père est furieux. Tu dois t'excuser. Mon pouce a survolé l'écran. J'ai tapé, m'excuser de quoi? J'ai effacé. J'ai tapé, vous êtes des criminels. J'ai effacé. Finalement, j'ai simplement bloqué leur numéro. Tous les deux. Étienne n'a jamais pris contact. Pas une seule fois. Le silence était total. J'ai passé mes examens. J'ai eu des A. C'était incroyable à quel point on pouvait bien réussir à l'école quand on n'était pas affamé. Quand votre esprit n'était pas en panique à propos du loyer. Une semaine avant Noël, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu. Bonjour, Amélie. C'était mon grand-père. Sa voix était profonde et formelle. Grand-père, dis-je, ma main tremblait. Je suis au courant que tu ne parles pas à tes parents, dit-il. Oui. Une longue pause. Ta grand-mère et moi aimerions que tu viennes pour le dîner de Noël. Je me suis figé. Retournez là-bas, dans cette maison. À cette table? Je ne pense pas que je puisse, dis-je. Ma voix était faible.
Je ne te demande pas de venir pour eux, dit-il, sa voix sèche. Ils seront là. C'est un fait. Mais il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de toi, de ta grand-mère. Elle veut te voir. Elle est très contrariée. J'ai pensé à grand-mère Roseline, à ses mains douces. La seule personne qui m'avait toujours donné un vrai câlin. Elle était aussi une victime dans tout ça. Elle était mariée à un homme qui valorisait la force et son fils était un faible et un voleur. S'il te plaît, Amélie, dit-il, pour Roseline et pour moi. Il me donnait une ouverture. Il me disait que j'étais toujours de sa famille. D'accord, dis-je. Je serai là. Bien. Le dîner est à 19h. Il a raccroché. La veille de Noël. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai regardé le classeur noir dans mon placard. Ce n'était pas juste un dîner. C'était un règlement de compte. Je devais décider. Que allais-je faire? Allais-je m'asseoir là et faire semblant? Allais-je faire une scène? J'ai pensé à ce que Madame Evans avait dit. Ils sont la partie adverse. J'ai pensé au texto de mon père. Tu dois t'excuser. Il pensait toujours qu'ils étaient aux commandes. Ils me prenaient toujours pour une enfant. Ils pensaient que leur position de parents les rendait intouchables. J'ai sorti le classeur du placard. Je l'ai mis dans mon vieux sac à dos. Je ne venais pas pour le dîner. Je venais pour un procès. Le jour de Noël, je suis venu en voiture. J'ai garé ma vieille Honda cliquetante derrière la berline neuve et rutilante de mon père. Le contraste était parfait. J'ai monté les marches de marbre. Je portais la même robe en velours à 8 €. Je la portais exprès. Je voulais qu'il la voie. J'ai sonné. Grand-mère Roseline a ouvert la porte. Ses yeux étaient rouges. Elle m'a serré dans ses bras. « Oh, Amélie, murmura-t-elle. Je suis si contente que tu sois là. Si contente. Moi aussi, grand-mère, dis-je en la serrant fort. Je suis entré dans la maison. C'était magnifique. Un arbre géant s'élevait sur 2 étages, couvert de lumière blanche et de globes dorés. Des chants de Noël jouaient doucement. L'odeur de pain et de rôti était partout. Tout semblait si faux. C'était un bel emballage brillant sur une boîte pleine d'ordures. Je les ai vus, mes parents. Ils se tenaient près de la cheminée. Ils avaient l'air terribles. On aurait dit qu'ils n'avaient pas dormi depuis un mois. Quand ma mère m'a vu, elle a essayé de sourire. C'était un regard horrible, étiré, désespéré. « Amélie » dit-elle en faisant un pas vers moi. Je l'ai juste regardé. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, tenant mon sac à dos. Elle s'est arrêtée. Mon père m'a juste foudroyé du regard. Il tenait un verre de whisky. Il avait l'air en colère. Il était en colère que je détienne son secret. Le reste de la famille était là. Mes tantes, mes oncles, mes cousins, ils savaient tous que quelque chose s'était passé. Ils nous observaient tous. L'air était lourd de tension. Personne ne riait. Grand-père Charles est sorti de son bureau. Il m'a fait un signe de tête. « Amélie, merci d'être venue. »« Grand-père, dis-je. »« Le dîner est prêt, » annonça grand-mère Roseline, sa voix essayant d'être joyeuse. Nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger, la même table, le même cristal, les mêmes assiettes à bord dorés. Cette fois, mon grand-père m'a attribué une nouvelle place. Je n'étais pas au bout de la table. J'étais assise juste en face de lui, directement entre ma mère et mon père. Il devait me regarder. Le dîner était silencieux. C'était horrible. Les gens essayaient de parler. « Alors, Étienne, comment vont les études ?» demanda mon oncle. « Bien, marmonna Étienne. » Il ne voulait pas me regarder. Ma mère a essayé de me passer les pommes de terre. « Amélie, des pommes de terre ?»« Non, merci, dis-je poliment. J'ai mangé. » J'étais calme. Je n'étais pas la fille effrayée du réveillon. J'étais une femme avec un sac à dos sous sa chaise. Un sac à dos qui pesait 5 kg. Finalement, mon père n'a plus pu le supporter. Il avait fini son whisky. Il en était à son 2e verre de vin. Il s'est levé. Il a levé son verre. Tout le monde s'est tendu. « J'aimerais porter un toast, dit-il, sa voix légèrement pâteuse.
Il me regardait droit dans les yeux. Cette année a été difficile, dit-il. Nous avons eu nos défis. Il y a eu des malentendus. Il me fixa, ses yeux suppliants et en colère à la fois. Mais le plus important, c'est la famille. Le plus important, c'est de rester soudés, la loyauté et le pardon. Il me parlait. Il disait à toute la pièce que c'était moi qui devais pardonner, que c'était moi qui brisais la famille. Il ne s'excusait pas. Il exigeait que je me taise. Il s'est rassis. Il y eut une faible et horrible salve d'applaudissements. J'ai attendu. J'ai laissé le silence s'installer. Ma mère me regardait, les yeux humides. Amélie, murmura-t-elle. J'ai regardé mon père. Tu parles de pardon, dis-je. Ma voix était claire. Elle a traversé la pièce. Tu parles de loyauté, dis-je. Je me suis penché. J'ai attrapé mon sac à dos. Je l'ai soulevé sur la table et l'ai posé à côté de mon assiette. Le bruit sourd était fort. Je l'ai ouvert. J'ai sorti le classeur noir à 3 anneaux. Les visages de mes parents sont devenus cendres. J'ai regardé mon grand-père. Tu parles d'unité familiale, dis-je à mon père. Mais tu as utilisé mon avenir pour financer ton confort. J'ai fait glisser le classeur sur la table polie. Il a glissé doucement et silencieusement jusqu'à s'arrêter juste devant l'assiette de mon grand-père. Ceci, lui dis-je, est la vérité. La pièce était absolument silencieuse. Le seul son était celui de ma grand-mère, Roseline, qui laissa échapper un petit hoquet silencieux. Mon grand-père, Charles, me regarda. Son visage était impossible à lire. Il était de pierre. Il ne regarda pas mes parents. Il ne regarda personne d'autre. Il me regarda simplement. Puis il baissa les yeux vers le classeur noir. Mon père, Marc, commença à se lever. Papa, non. C'est ridicule. C'est une affaire de famille privée. Amélie, tu fais. Assieds-toi, Marc, dit mon grand-père. Il ne cria pas. Il n'éleva même pas la voix. Mais l'ordre était absolu. Mon père se figea à moitié debout, puis se laissa lentement retomber sur sa chaise. Mon grand-père ouvrit le classeur. Il tourna la première page. C'était le document de fiducie original. Il tourna la deuxième page. C'était le premier relevé bancaire, le dépôt de 150 000 euros. Il tourna la troisième page, la quatrième, la cinquième. La pièce était figée. Nous étions tous piégés, le regardant lire. Nous entendions chaque page se tourner. Page. Il vit les retraits. Page. Il vit les libellés. Nouvelle voiture. Hypothèque. Page. Il vit le voyage en Martinique. Je regardais son visage. C'était un homme d'affaires. Il avait l'habitude de cacher ses sentiments, mais il ne pouvait pas cacher cela. Une couleur rouge sombre monta dans son cou. Sa mâchoire était si serrée que je pensais que ses dents allaient se briser. Ses jointures tenant les pages étaient blanches. Il ne lisait pas seulement des relevés bancaires. Il lisait l'histoire de ma vie. Il lisait la trahison de son fils. Il arriva à ma section. Il vit mon relevé de prêt étudiant, le solde de 50 000 euros. Il vit mes fiches de paie du restaurant, le salaire de 9 euros de l'heure. Il vit l'email que j'avais envoyé à ma mère, suppliant de l'aide pour le loyer. Et il vit le relevé bancaire du même jour montrant son retrait de 2 000 euros pour un bracelet de tennis. Il s'arrêta. Il lut cette page 3 fois. Ma mère savait. Elle savait exactement sur quelle page il était. Elle fit un bruit comme un animal mourant. Charles, s'il te plaît, murmura-t-elle. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Il leva une main. Un geste sec et tranchant. Silence. Il ferma lentement et soigneusement le classeur. Il ne me regarda pas. Il regarda son fils. Tu as volé ta fille. Ce n'était pas une question. C'était un verdict. Ma mère explosa. Les fausses larmes avaient disparu. C'était une panique réelle et hystérique. Non, nous ne l'avons pas fait. C'était notre argent. Nous étions les fiduciaires. C'était un compte familial. Nous allions le rembourser. Nous avions juste besoin de temps. Du temps?
La voix de mon grand-père était basse et dangereuse. 6 ans. Tu l'as laissé travailler dans un restaurant. Tu l'as laissé mourir de faim. Tu l'as laissé s'endetter pendant que tu achetais des bracelets? Mon père, Marc, retrouva enfin sa voix. Il choisit la colère. C'était tout ce qui lui restait. Comment oses-tu? Cria-t-il en me montrant du doigt. Tu amènes cette saleté dans notre maison à Noël. Tu es une ingrate. Tu essaies de détruire cette famille. Non, Marc, dit mon grand-père. La famille est déjà détruite. Tu l'as détruite. Papa, s'il te plaît, supplia mon père. Sa colère s'effondra. Il était redevenu un enfant. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. C'est Amélie. Elle va bien. Elle est à l'école, comme nous le voulions. Aucun mal réel n'a été fait. Aucun mal réel. Ma voix était calme, mais c'était la chose la plus tranchante dans la pièce. Aucun mal réel, répétai-je. Je regardais enfin mon père. Je fais des cauchemars à propos de mon compte en banque. J'ai 50 000 € de prêts étudiants que je paierai pendant les 20 prochaines années. J'ai sauté des repas jusqu'à être en sous-poids. J'ai failli rater ma 2e année parce que j'avais 2 emplois. Tu dis qu'aucun mal réel n'a été fait. Je regardais ma mère. Tu m'as dit d'être plus responsable avec mon argent. Le jour où tu as acheté un bracelet en diamant avec mon argent. Ma mère mit son visage dans ses mains et sanglota. Nous pouvons arranger ça, dit mon père, désespéré. Il regardait mon grand-père, pas moi. Nous la rembourserons. Nous commencerons demain. Un peu chaque mois. N'est-ce pas, Karine? Ma mère ne faisait que pleurer. Amélie, ma chérie, dit mon père en se tournant vers moi. Sa voix était fausse et douce. Amélie, nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous pouvons arranger ça. Prends juste ce livre. Nous rentrerons à la maison. Nous en parlerons. Il est trop tard pour ça, dis-je. Le visage de mon père changea. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne suis pas ici pour demander le remboursement de l'argent, dis-je. Je regardais mon grand-père. Je ne suis pas ici pour conclure un marché. Une nouvelle peur froide entra dans les yeux de mes parents. Que as-tu fait, Amélie? Murmura ma mère. J'ai déjà déposé une plainte, dis-je. Le silence était absolu. Ma tante laissa tomber sa fourchette. Elle cliqueta bruyamment sur l'assiette. Mon père se leva. Il était violet de rage. Tu nous poursuis en justice? Hurla-t-il. Tu poursuis tes parents après tout ce que nous avons fait pour toi? Espèce d'ingrate, d'égoïste. Assez, rugit mon grand-père. La table sursauta. Assieds-toi, Marc. Maintenant. Mon père respirait comme un taureau, mais il s'assit. Je le regardais droit dans les yeux. J'étais stable. J'étais calme. Non, papa, dis-je. Je ne vous poursuis pas en justice. Je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Une petite étincelle pathétique. Je tiens des criminels pour responsables. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, murmura mon père. Ça veut dire, dis-je, que j'ai pris une copie de ce classeur. Je l'ai apporté au service des fraudes de la banque. Je leur ai montré comment les fiduciaires du fonds d'éducation Amélie Dubois ont manqué à leurs obligations fiduciaires et ont commis un détournement de fonds pendant 6 ans. Ma mère arrêta de pleurer. Elle me fixait simplement, la bouche ouverte. La banque, terminai-je, lance une enquête officielle. Ils engagent des poursuites. Le monde de mon père s'effondra. Il me fixa simplement. Toi, murmura-t-il. Toi, tu as envoyé. Tu as envoyé la banque à nos trousses. Je leur ai dit la vérité, dis-je. C'est leur travail de s'occuper des criminels. Je me levai. Je posai ma serviette sur la table. Le parfait dîner de Noël était en ruine. Ma famille était brisée. Merci pour le dîner, grand-père, dis-je. Grand-mère. Je me tournai. Je pris mon sac à dos. Je laissai le classeur sur la table. C'était son problème maintenant. Je sortis de la pièce. Je traversai le hall. J'entendis ma mère pousser un terrible hurlement aigu.
J'ouvris la porte d'entrée, sortis dans l'air froid de la nuit, et je n'ai jamais regardé en arrière. Les jours après Noël furent calmes. J'avais mon appartement pour moi. J'avais mes livres. J'avais le silence. La banque m'appela 2 jours plus tard. Un homme avec une voix très sérieuse. Mademoiselle Dubois, ici Monsieur Harrison du service des fraudes d'entreprise. Nous avons terminé notre examen préliminaire de votre cas. Et, demandai-je, le cœur battant. Et c'est l'un des cas les plus clairs de détournement de fonds que nous ayons vu depuis des années, dit-il, sa voix froide. Les fiduciaires Marc et Karine Dubois n'ont fait aucune tentative pour cacher leur retrait. Ils ont laissé une trace écrite parfaite de vol. Je ressentis une vague de soulagement. Ce n'était pas seulement ma douleur. C'était un fait. C'était un cas. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Notre équipe juridique s'en occupe, dit-il. Nous allons engager une poursuite civile contre eux pour récupérer la totalité du montant plus les dommages et intérêts, et nous transmettons nos conclusions au bureau du procureur. Cette partie dépendra d'eux. Merci, dis-je. Non, mademoiselle Dubois, dit-il. Merci à vous. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai raccroché. Ils allaient être poursuivis. Ils pourraient faire face à des accusations criminelles. Ce n'était plus entre mes mains. Une semaine plus tard, mon grand-père appela. Pas de chez lui. De son bureau. Amélie, peux-tu venir à mon bureau? J'ai quelque chose pour toi. Son bureau était au 40e étage d'un immeuble de verre du centre-ville. Je n'y étais jamais allé. C'était silencieux. Les tapis étaient épais. La vue donnait sur toute la ville. Il se tenait près de la fenêtre quand je suis entré. Il se tourna vers moi. Il avait l'air plus vieux. Amélie, dit-il. Ce que tu as fait à Noël, c'était la chose la plus difficile qu'une personne puisse faire. Tu as choisi la vérité, même quand elle était laide. Je voulais juste que ça s'arrête, dis-je doucement. Tu as fait plus que ça, dit-il. Il se dirigea vers son grand bureau en bois sombre. Tu les as tenus pour responsables. J'ai honte de mon fils. Je ne l'ai pas élevé pour être un voleur. Je ne savais pas qu'il était si faible. Il me regarda. Mais toi, tu n'es pas faible. Tu es la personne la plus forte de cette famille. Il tendit une enveloppe. Elle était épaisse. Je ne peux pas, grand-père, dis-je. Je ne veux plus d'argent. Ce n'est pas un cadeau, dit-il, sa voix ferme. Et ce n'est pas un remplacement pour ce qu'ils t'ont volé. C'était ton argent. Ça, c'est mon argent. Il la poussa dans ma main. Ce fonds était pour ton éducation, dit-il. C'était pour te donner un départ. Au lieu de ça, ils t'ont donné une dette. Je corrige ça. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque. Il était de 50 000 €. J'ai commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Ce n'étaient pas des larmes de colère. C'était du soulagement. C'était le son d'un poids de 6 ans qui m'écrasait et qui venait de disparaître. Grand-père. Et ça, dit-il. Il me tendit une deuxième enveloppe plus petite. À l'intérieur se trouvait un autre chèque. Celui-ci était de 20 000 €. Le premier chèque, dit-il, est pour payer ce qu'ils t'ont forcé à emprunter. Tu vas rembourser ces prêts aujourd'hui. Tu commenceras ta vie avec un solde de 0. Le deuxième chèque, dit-il, est pour ton départ. Celui que tu étais censé avoir, pour un nouvel appartement, pour une voiture sûre, pour ta survie, pour que tu puisses te concentrer sur ton avenir. Ce n'est pas ton héritage. C'est ce qui t'est dû. Comprends-tu? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête, des larmes coulant sur mon visage. Bien, dit-il. Maintenant, vas-y, va construire ta vie, Amélie. Libérée d'eux. J'ai quitté son bureau. Je suis allé directement à ma banque. La petite agence locale, pas la grande. J'ai déposé le chèque de 20 000 €. Pour ton départ. L'argent est arrivé sur mon compte instantanément. Je n'avais jamais vu autant de chiffres. Je me suis senti en sécurité. Puis j'ai pris le chèque de 50 000 €. Je suis allé sur le site web des prêts étudiants. Mon solde était de 50 210 €. Je l'ai payé.
J'ai tout payé. J'ai vidé mes petites économies pour couvrir les 210 € supplémentaires. J'ai cliqué sur soumettre le paiement et j'ai regardé le solde passer de 50 210 à 0. 0. Je me suis assise à mon bureau et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la fille qui travaillait au restaurant. J'ai pleuré pour la fille qui mangeait des céréales pour le dîner et j'ai pleuré parce qu'elle était enfin libre. J'ai ouvert un nouveau compte en banque, une épargne à haut rendement. J'y ai mis les 20 000 €. Mon nom et mon nom seul y figuraient. J'ai appris par grand-mère Roseline ce qui est arrivé à mes parents. Le procès de la banque a été rapide. Mes parents n'avaient aucune défense. Le classeur était une preuve parfaite. Ils ont été condamnés à rembourser la totalité du montant plus les intérêts. Ils ont dû vendre la maison de 4 chambres où j'ai grandi. Ils ont dû vendre la berline neuve et rutilante. Ils ont dû vendre les bijoux de ma mère. Mon père a été licencié de l'entreprise de mon grand-père. Il a été démis du conseil d'administration. Il était en disgrâce. Ils ont perdu leurs amis. Ils ont perdu leur statut. Ils ont perdu leur façade. Ils ont déménagé dans un petit appartement en location de l'autre côté de la ville. Mon père, j'ai entendu dire, cherchait un emploi dans la vente. Ils avaient tout perdu. Et moi? J'avais ma paix. J'étais dans mon dernier semestre. Je ne travaillais pas. J'étais juste une étudiante. J'ai acheté de nouveaux vêtements. J'ai acheté des produits frais. Je dormais 8 heures par nuit. Je n'étais pas riche. Je n'étais pas puissante, mais j'étais libre. J'étais en paix. Et cela valait plus que tout l'argent de la banque de mon grand-père. Le semestre de printemps était différent. Pour la première fois de ma carrière universitaire, j'étais juste une étudiante. Je n'étais pas une serveuse. Je n'étais pas une employée de bibliothèque. Je n'étais pas une fille paniquée par le loyer. J'étais juste Amélie. Je me réveillais le matin et j'étudiais. J'allais au café du campus et j'achetais un latte juste parce que j'en avais envie. Je ne vérifiais pas mon compte en banque avant. J'allais à mes cours. Je parlais à mes professeurs. Mes notes étaient parfaites. J'ai acheté une nouvelle robe pour la remise des diplômes. Elle ne venait pas d'une friperie. Elle n'était pas chère, mais elle était neuve. Elle était bleue. J'ai guéri. La colère s'est estompée. Elle a laissé une cicatrice, mais elle ne faisait plus mal au toucher. Je n'ai jamais parlé à mes parents. Je ne les ai jamais vus. Ils appartenaient à une autre vie. C'était une histoire sur une autre personne. Puis le jour de la remise des diplômes est arrivé. C'était une belle journée de mai. Le ciel était d'un bleu doux et clair. Le soleil était chaud. J'ai mis ma toque et ma toge. J'ai ressenti un étrange mélange de fierté et de tristesse. C'était ça. J'avais réussi. J'ai marché jusqu'au stade. Il était rempli de gens. Des milliers de familles. Les parents criaient et applaudissaient. Ils brandissaient des pancartes. C'est mon fils. On t'aime, Amanda. J'ai ressenti une petite pointe de douleur. La famille normale. La mère et le père qui prennent des photos. Le frère qui encourage. Je n'aurai jamais ça. J'ai trouvé ma place sur le terrain. Je me suis assise avec les autres étudiants en lettres. Nous avons attendu. Les discours ont commencé. Je n'écoutais pas vraiment. Je regardais juste la foule et puis je les ai vus sur le côté, dans les gradins. Grand-mère Roseline. Elle portait une robe jaune vif. Elle tenait une petite bannière qui disait « Vas-y Amélie ». À côté d'elle, debout et grand, se tenait grand-père Charles. Il portait un costume. Il ne souriait pas, mais ses yeux étaient sur moi. Il m'a vu. Il a hoché la tête. Ils étaient là. Ils sont restés pendant les 3 heures. Ils sont restés assis sous le soleil brûlant. Puis mon nom a été appelé, Amélie Dubois. Je me suis levé. J'ai marché vers la scène. Mes jambes tremblaient. C'était une longue marche. À chaque pas, je pensais à mon parcours. Pas le restaurant. 2 heures du matin. Mes pieds me faisant mal. Pas l'appartement froid. Le frigo vide. Pas la robe de friperie. Pas la voix de ma mère. Tu dois être plus responsable.
Pas le classeur noir. Pas le solde du prêt étudiant. 0. J'ai monté les escaliers. J'ai serré la main du doyen. Il m'a donné mon diplôme. Ce n'était qu'un morceau de papier dans un dossier, mais c'était la chose la plus lourde que j'ai jamais tenue. Je me suis tourné vers la foule. J'ai souri. Je les ai trouvés. Grand-mère Roseline était debout, applaudissant et pleurant. Grand-père Charles applaudissait, lentement et régulièrement. Ses yeux étaient fiers. J'ai cherché mes parents. J'ai balayé du regard la section où ils auraient dû être. Ils n'étaient nulle part. Il y avait juste un espace vide. Et pour la première fois, ça ne m'a pas fait mal. Ce n'était pas triste. C'était juste un fait. C'était une conclusion. Je suis descendu de la scène. C'était fini. J'ai retrouvé mes grands-parents dehors, près de la porte principale. Oh, Amélie, a pleuré grand-mère Roseline. Elle a couru vers moi et m'a serré si fort que je ne pouvais plus respirer. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Je suis si fier de toi. Nous sommes fiers de toi, Amélie, a dit grand-père Charles. Il a posé sa main sur mon épaule. Sa poignée était ferme. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as mérité. Je les ai regardés. Ma petite grand-mère chaleureuse. Mon grand-père fort et silencieux. C'était ça, la famille. J'avais enfin compris. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'amour de deux personnes incapables de le donner. J'essayais de tirer de l'eau d'un puits à sec. J'ai regardé mon diplôme dans ma main. J'ai pensé à mes parents dans leur petit appartement avec rien. Je ne les détestais pas. Je ne ressentais même pas de colère. Je ressentais juste de la pitié. Ils avaient tellement peur de ne pas avoir assez. Ils étaient si désespérés pour la façade de la richesse. Et dans leur peur, ils avaient détruit la seule chose qui ait jamais été réelle. Ils avaient détruit leur famille. J'ai survécu. Mon nom est Amélie Dubois, et j'ai appris que la famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang. Ce sont ceux qui ne volent jamais, jamais votre avenir.